En comparaison des monstres qui hantèrent la Terre il y a environ 500 millions d'années, les dinosaures, les insectes géants ou les araignées d'aujourd'hui paraissent presque inoffensifs. Prenons pour exemple cet animal étrange, capable de nager à la manière d'une raie et doté de 3 yeux. Sa bouche, évoquant celle d'un taille-crayon, n'était pas moins singulière que les 2 longues pinces bifides qui jaillissèrent de sa tête. Ses branchies, quant à elles, étaient reléguées dessus à l'arrière de son corps. Ce n'est pas de la science-fiction, il s'agit de Mothura, dont les restes sont remarquablement conservés. Observons-la de plus près, ainsi que d'autres créatures du même acabit. L'explosion cambrienne. Retenez bien ce nom. Ce moment décisif de l'histoire de la vie est également connu sous le nom de Big Bang biologique, une période au cours de laquelle une extraordinaire diversité d'organismes marins fit son apparition, des plus grands aux plus minuscules. C'est à cette époque, entre 541 et 485 millions d'années, que sont nés les ancêtres probables de presque tous les groupes animaux actuels. C'est au cours de cette ère que surgirent les premiers véritables prédateurs, à la fois redoutables et d'une efficacité nouvelle. Mothura en faisait partie. Bien que sa taille n'excédât pas celle d'un doigt, nul ne souhaiterait croiser sa route en pleine mer. L'on frissonne à l'idée de ce qu'elle pouvait accomplir avec cette gueule en taille crayon, et s'en cacher eût été fort improbable, puisque, rappelons-le, elle possédait 2 yeux latéraux, ainsi qu'un 3e, proéminent, en plein milieu du front. Mothura appartenait à une lignée d'arthropodes. Les chercheurs l'ont surnommée « mythe de mer », tant son apparence évoquait celle d'un papillon nocturne. Elle se déplaçait en ondulant de fines extensions latérales, semblables à des ailes, rappelant ainsi la nage gracieuse des raies. Son aspect vous semblera peut-être familier. Elle est en effet une parente éloignée des crabes, araignées, mille-pattes et mythes modernes. Les scientifiques ont mis au jour plusieurs fossiles de Mothura, datant de quelques 506 millions d'années. Contrairement à beaucoup d'autres, ils sont remarquablement bien conservés. Ils révèlent notamment la présence de pinces acérées, d'une mâchoire hérissée de dents et de larges branchies dans la région caudale. Certains spécimens permettent même de discerner des éléments de l'anatomie interne de l'animal, notamment des fragments de ses systèmes nerveux et circulatoires, ainsi qu'une portion de son appareil digestif. Ses membres articulés rappellent ceux des insectes et des crustacés d'aujourd'hui. Lorsque ce monstre sillonnait les mers, il saisissait probablement ses proies à l'aide des longues griffes effilées jaillissant de sa tête. De nombreuses espèces proches de Mothura possédaient des appendices hérissés de pointes qui leur permettaient d'agripper la nourriture. Pourtant, cette créature ancienne se distinguait par des griffes lisses et fourchues. Elle s'en servait de baguettes pour attraper ses proies avant de les porter à sa bouche. Tout cela reste bien sûr hypothétique, car nul n'a observé la manière dont elle chassait. Contrairement à la plupart des créatures analogues, Mothura présentait sur la partie postérieure de son corps segmenté une série de branchies bien visibles. Leur fonction exacte demeure incertaine, mais les chercheurs avancent qu'un tel système respiratoire aurait pu favoriser son adaptation à un environnement pauvre en oxygène. Peut-être Mothura menait-elle une vie reproductive intense, exigeant une consommation élevée d'oxygène. Terrifiant, prolifique, vorace. Un cocktail redoutable pour l'un des plus dangereux prédateurs de son époque. Et pour se nourrir, Mothura capturait vraisemblablement des vers et de petits arthropodes. Il est rassurant de se dire que ce monstre de taille réduite vivait il y a fort longtemps. Mais imaginez qu'il ait eu la taille d'un requin et qu'il hante encore nos océans. Il deviendrait sans doute l'un des maîtres du milieu marin, et l'humanité réfléchirait à 2 fois avant de se baigner près des côtes. Bien que Mothura ait évolué dans un environnement marin, c'est dans les couches de schiste de Burgess, au cœur des Rocheuses canadiennes, que ces fossiles furent mis au jour. De nombreuses chaînes montagneuses furent jadis des fonds marins grouillants de créatures étranges. Parmi elles, on compte Opabinia, une énigme vivante dotée de 5 yeux, d'une bouche tournée vers l'arrière, d'une longue trompe et de griffes en guise de nez. Inimaginable, même pour les scénarios les plus extravagants de science-fiction. De par sa singularité, Opabinia fut longtemps considérée comme une espèce sans égale, jusqu'à une découverte récente. Voici Utaurora, une créature apparemment proche d'Opabinia. Son corps, long d'1 à 2 cm, se divisait en 14 ou 15 segments terminés chacun par un lobe effilé. Cette structure corporelle rappelle celle de sa cousine. Mais ces 2 êtres n'ont vraisemblablement jamais cohabité, leur apparition étant séparée par plusieurs millions d'années. On peine à saisir la nécessité de ces anatomies si curieuses. Étonnamment, aucun cinéaste ne s'est encore inspiré de leur morphologie pour concevoir des créatures extraterrestres véritablement inoubliables.
D'accord, ces créatures étaient inquiétantes, mais qu'en est-il de celles qui, étranges et presque inutiles, défient la raison? Les scientifiques ont découvert Sioux, une créature sans pattes ni tête, dont le corps paraît monté à l'envers. Âgée de 444 millions d'années, elle a été trouvée au nord du Cap, en Afrique du Sud. Nommée en l'honneur de la mère du découvreur, il s'agirait d'un arthropode marin primitif vivant dans des eaux pauvres en oxygène. Cette créature était retournée, sa carapace extérieure, ses pattes et sa tête ayant disparu. Grâce à un processus de minéralisation, muscles, tendons et même les intestins de Sioux ont été conservés dans le fossile. Cette découverte est exceptionnelle. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à retracer l'évolution de cette espèce. Ils sont cependant certains qu'il s'agissait d'un arthropode marin primitif. Il y a environ un demi-milliard d'années, la Terre était peuplée de monstres effrayants, aujourd'hui disparus. Mais qu'en était-il des arbres? Ressemblaient-ils à ceux que nous connaissons? Ou étaient-ils différents, voire étranges? En réalité, il en existait des formes très surprenantes. Les scientifiques ont mis au jour un organisme géant et singulier, qui ressemble à la fois à un arbre et à un champignon, le prototaxite. Cette forme se présentait comme un grand bâton, doté d'une extrémité arrondie émergeant du sol. Sa surface lisse manquait totalement d'écorce, ce qui lui donnait plus l'apparence d'un champignon sans chapeau. Pourtant, les recherches récentes ont démontré qu'il ne s'agissait pas d'un champignon, mais plutôt d'un organisme appartenant à une branche de la vie, jusqu'alors inconnue. Prototaxites est aujourd'hui considéré comme le premier organisme géant à avoir vécu sur Terre. Il existait il y a environ 420 à 375 millions d'années, durant la période dévonienne. Cette époque correspond à un moment où les plantes commencèrent à s'étendre sur les terres émergées, formant de vastes forêts. Progressivement, elles développèrent feuilles et racines, puis apparurent les premières plantes à graines. La colonisation des terres commença véritablement avec l'arrivée des premiers arthropodes, comme les mille-pattes et les arachnides, qui parcourèrent les forêts naissantes. Pendant ce temps, la vie marine prospérait dans des océans riches en biodiversité. Un immense supercontinent recouvrait alors la Terre, dont de petites parties se détachaient peu à peu. C'est à cette époque que Prototaxites dominait le paysage, certains spécimens atteignant jusqu'à 8 mètres de haut et 1 mètre de large, soit la taille d'une maison de 3 étages et l'épaisseur d'un palmier. Mais qu'était-il exactement? Une plante? Un champignon? Ou bien une algue? Découverts au milieu du 19e siècle, ces organismes ne furent analysés chimiquement qu'en 2007. Ce qui amena à les considérer comme des champignons géants. Cependant, en 2025, cette théorie fut remise en cause. Il semblerait que Prototaxites appartienne à une forme de vie encore inconnue, séparée des règnes des champignons, animaux, plantes ou protistes. Les scientifiques ont observé que l'intérieur de Prototaxites était constitué de multiples tubes. Bien que semblables à ceux des champignons, ces tubes anciens présentaient des ramifications et des connexions différentes, ainsi qu'une composition chimique propre. Alors que les champignons sont principalement composés de chitine, Prototaxites contenait des substances proches de la lignine, un composé que l'on retrouve dans l'écorce des arbres et d'autres plantes. Son anatomie différait ainsi de celle de tous les organismes connus à ce jour. Que faisaient-ils sur Terre? Se contentaient-ils de profiter de l'explosion de la vie? Produisaient-ils d'étranges fruits, comme des bananes pourvues d'yeux et de griffes? Les chercheurs restent perplexes. Et si ces êtres venaient d'ailleurs, apportés par une civilisation extraterrestre? Ou peut-être étaient-ils des fleurs plantées par des mains inconnues? Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, les chercheurs ont cru à une panne de leur caméra, seule explication possible à la scène qui s'offrait à eux. De l'eau brûlante jaillissait tandis qu'un méthane froid bouillonnait juste à côté. Une telle combinaison n'était même pas censée exister. Et pourtant, elle était bien réelle. En explorant le fond océanique près de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des scientifiques sont tombés sur un étrange point chaud. Il ne ressemblait à aucun autre. De l'eau surchauffée et un gaz froid chargé de méthane s'y échappaient presque côte à côte. Un tel voisinage est exceptionnel dans la nature, ce qui les a vivement surpris. Ils patrouillaient avec un robot de grande profondeur, le ROV Kill 6000, autour de volcans sous-marins d'une chaîne d'îles reculées. Ces édifices recèlent bien des étrangetés, mais personne n'imaginait y découvrir un véritable champ de cheminées hydrothermales,
d'autant que des missions précédentes avaient traversé la zone sans rien y apercevoir. Cette fois, les caméras ont illuminé le fond marin et révélé une scène déroutante. Des évents en ébullition et, tout près, du gaz froid suintant du sédiment. Ils se touchaient presque. Comme vous vous en doutez, d'ordinaire, ces deux phénomènes apparaissent dans des lieux très différents. Les sources hydrothermales chaudes naissent lorsque l'eau souterraine est chauffée par le magma et jaillit en emportant des minéraux. Les suintements de méthane, au contraire, proviennent de couches froides et molles de sédiments riches en matière organique ancienne, qui se dégradent lentement et s'échappent sous forme de gaz. Mais ici, la géologie a produit une combinaison idéale. Sous le volcan repose une épaisse couche de sédiments riches en matière organique que le magma en remontant réchauffe, tout en chauffant aussi, plus en profondeur, une eau chargée en minéraux. On obtient ainsi deux fluides très différents, une eau de source brûlante et un méthane plus froid. Pourtant, tous deux empruntent les mêmes fissures du fond marin et, en arrivant à la surface, s'échappent à quelques centimètres l'un de l'autre. Il en résulte ce curieux voisinage où une eau minérale en ébullition et des bulles de méthane froid semblent cohabiter comme de vieux amis. Pour les océanographes, c'est un peu comme découvrir une licorne capable de voler. C'est étrange, rare et extrêmement excitant. Plus surprenant encore, juste à côté de ces évents mêlant chaud et froid, un véritable petit monde vivant a conquis les rochers. Le site est couvert d'énormes amas de moules des profondeurs, de longs vers tubicoles, de petites crevettes et d'amphipodes qui grouillent partout, sans oublier des concombres de mer d'un violet éclatant bien en vue. Les animaux sont si serrés qu'on distingue à peine la roche dessous. Les scientifiques sont presque certains que certaines de ces espèces sont entièrement nouvelles pour la science, mais il faudrait une mission dédiée rien que pour inventorier tout ce qui y vit. Ce mélange inhabituel de fluides chauds et de gaz riches en méthane transforme aussi les roches elles-mêmes. Le méthane y est très concentré, tandis que l'eau chaude venue des profondeurs du volcan apporte divers composés chimiques, et ensemble, ils provoquent des réactions souterraines peu communes. C'est ainsi que des métaux comme l'or et l'argent se sont accumulés dans la roche, avec des éléments tels que l'arsenic, l'antimoine et le mercure. On pourrait parler d'une capsule chimique, car ces roches gardent la trace d'une phase ancienne, extrêmement chaude, durant laquelle les métaux précieux se formaient. Aujourd'hui, les évents sont plus tièdes, mais ils restent actifs. Pourtant, même si cette zone profonde est rare et foisonnante de vie, elle n'est pas à l'abri. L'activité minière existe déjà à proximité, et les déchets de l'immense mine d'or de Lihir sont rejetés dans l'océan. De plus, des entreprises disposent de licences pour explorer le fond marin à la recherche de minéraux et de gaz. Tout cela menace la communauté fragile des sources, car beaucoup d'animaux ne peuvent survivre que dans ces conditions très précises. C'est pourquoi les chercheurs réclament davantage d'études et de solides mesures de protection, avant que cet écosystème unique ne soit endommagé de façon irréversible. Ce trésor sous-marin doit être préservé avant que l'industrie ne l'efface. Cette découverte n'est toutefois pas le seul écosystème unique jamais mis au jour. En janvier 2025, un iceberg gigantesque baptisé A84, à peu près de la taille de Chicago, s'est détaché de la plateforme glaciaire de George VI en Antarctique. Cette plateforme est déjà colossale en elle-même, longue d'environ 450 km et épaisse d'environ 250 mètres. Pendant l'été antarctique, de novembre à la fin février, sa surface fond et forme de longues nappes étroites, appelées lacs glaciaires rubaniformes, ainsi nommés parce qu'elles ressemblent vraiment à d'immenses rubans glacés étirés à la surface. Lorsque A84 s'est détaché et a dérivé au loin, il a mis à nu une portion du fond marin restée scellée sous la glace depuis des temps immémoriaux, un lieu que personne n'avait encore jamais vu. Une équipe de recherche à bord du navire RV Falkor, tout, se trouvait justement dans la mer de Bellingshausen à ce moment-là. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle a abandonné son programme initial. C'était, en quelque sorte, l'équivalent en eau profonde du geste qui consiste à retourner une énorme pierre en forêt pour découvrir ce qui se cache en dessous. Pendant 8 jours, les scientifiques ont déployé leurs robots sous-marins, Subastian, et exploré des profondeurs excédant les 1280 mètres. Dans cette obscurité glaciale, ils ont mis au jour un écosystème secret et foisonnant de vie.
D'immenses coraux et des éponges formèrent de véritables quartiers sous-marins, littéralement envahis de créatures. Elles ne se contentaient pas de survivre. Elles prospéraient. Les chercheurs s'attendaient bien à trouver quelque chose, mais certainement pas une authentique cité sous-marine regorgeant de vie ancienne. On y voyait des anémones semblables à de petits arbres duveteux, des araignées de mer se mouvant comme des créatures venues d'ailleurs, des poissons des glaces, des pieuvres et toute une variété d'autres animaux. L'expédition a été retransmise en direct aux chercheurs du monde entier, et les enregistrements restent d'ailleurs accessibles au public. Plus impressionnant encore, les scientifiques pensent que certaines des espèces observées pourraient être totalement nouvelles, des espèces véritablement inédites découvertes en Antarctique en 2025, dont quelques-unes ne vivraient peut-être que dans cette zone précise. Cela paraît logique, car l'Antarctique fonctionne presque comme une planète à part, entourée par le courant circumpolaire antarctique, qui agit tel un immense fossé liquide et maintient le continent à l'écart du reste du monde depuis des millions d'années. Mais même si ces nouvelles espèces s'avérèrent déjà connues, les chercheurs ont tout de même mis au jour des animaux d'une rareté extrême, comme de minuscules escargots, des vers hérissés appelés polychètes, de petits crustacés, et même la mystérieuse méduse fantôme, qui semble tout droit sortie de l'espace. Son nom scientifique est Stygiomedusa gigantea, mais l'appellation méduse fantôme géante suffit amplement. Cette créature est immense. Sa cloche, la partie en forme de parapluie, peut dépasser 1 mètre de largeur, et elle possède 4 longs bras semblables à des rubans, pouvant s'étirer sur près de 10 mètres, soit la longueur d'un autobus scolaire. En réalité, le premier spécimen a été recueilli en 1899. Mais il aura fallu attendre 60 ans pour que les scientifiques comprennent qu'il s'agissait d'un type de méduse entièrement nouveau. Son corps est en grande partie translucide, teinté d'un violet fantomatique, et au lieu de tentacules ordinaires, elle se sert de ses grands bras ondoyants pour capturer ses proies et se nourrir. Même si les méduses n'ont pas de cerveau, la façon dont cette méduse fantomatique se déplaçait a surpris les chercheurs. Elle semblait guider ses longs bras avec une maîtrise inattendue, surtout lorsqu'elle se glissait dans des passages étroits près du fond. Elle paraissait prudente, presque délibérée, ce qui a quelque chose de troublant. Encore une créature peut-être vaguement intelligente tapie dans l'océan obscur. Formidable. Les chercheurs ont aussi observé des vers poilus, officiellement appelés polychètes, même si l'autre nom est bien plus amusant. Ces vers sont fréquents dans les océans froids et profonds et existent sous une multitude de formes et de tailles. Leur corps est composé de segments bordés de petites soies qui les aident à se déplacer, à percevoir leur environnement et à se défendre. L'un des plus remarquables est l'Eulagisca gigantea, dont les soies dorées et brillantes lui donnent une allure étonnamment élégante pour une créature vivant dans une obscurité glaciale. Ainsi, comme vous le constatez, il existe encore sur Terre une multitude de lieux et de phénomènes qui semblent irréels ou même impossibles. Et malgré notre niveau de technologie, il est peu probable que nous parvenions à percer toutes les merveilles que le monde recèle dans un avenir proche.